Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo 4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu pour notre édition du 5 octobre. Une visite au Verger La Montagne de New Richmond, les activités du 150e anniversaire de la municipalité de Caplan, Bénévole Expertise, un nouveau service offert dans la région, comprendre l'accessibilité universelle, et deux jeunes de la région débutent leur saison avec l'équipe de hockey L'Assaut de Amqui. Télévague vous souhaite une très bonne émission. L'automne est bien débuté, les couleurs sont présentes et c'est le temps pour la cueillette des fruits dans vos vergers locaux avant que la saison se termine. Nous avons visité Tony Lamontagne du verger La Montagne. Donc, ça a débuté comment, ça, le verger La Montagne? Bien, écoute, ça vient de loin quand même. Ça fait longtemps dans ma vie que je voulais implanter un verger comme ça. Puis l'occasion s'est offerte pour moi quand j'ai déménagé en Gaspésie. Ça fait déjà 12 ans de ça. J'ai trouvé le terrain avec mon partenaire en affaires là-dessus avec Alain Pitt. Et puis, on a trouvé le terrain à New Richmond, pratiquement dans le village. C'était vraiment un super bel emplacement. Fait que c'est là qu'on a acheté le terrain pour implanter ça. Combien d'arbres fruitiers vous avez plantés? Puis si tu peux un peu me nommer les variétés de fruits aussi? Oui, bien c'est ça. On a planté 700 arbres fruitiers. On a 500 pommiers de 15 variétés différentes. On a 100 poiriers de 6 variétés et 100 pruniers de 10 variétés de prunes différentes. Fait qu'on a des prunes de toutes les couleurs. Et puis, ça, les gens aiment vraiment beaucoup les prunes. Pour les pommes, bien, on a planté 15 variétés qui n'étaient pas sensibles à la tavelure, parce que c'est un gros problème dans les pommes comme la Cortland, la McIntosh, ces anciens vergers-là. Anciennement, il y avait beaucoup de problèmes avec ça, puis ils devaient faire beaucoup de traitements, parce que c'est une maladie fongique. Moi, ayant travaillé dans des vergers conventionnels, j'ai vu ça. Je voyais que j'allais éliminer beaucoup de traitements dans mes arbres en plantant des variétés qui n'étaient pas sensibles à la tavelure. Ce qui fait que des fois, les gens ne connaissent pas tant les variétés qu'on a ici, mais il y a peut-être 3000 variétés de pommes dans le monde. Il y en a vraiment beaucoup, fait que faut ouvrir ses horizons un peu. Fait que c'est pour ça qu'on a planté nos 15 variétés, dont la Honeycrisp qu'on a ici. C'est ce que j'ai planté le plus. La Honeycrisp, c'est vraiment une pomme qui est très aimée, là. Son seul défaut, je pense qu'elle a, cette pomme-là, c'est qu'elle produit plus une année sur deux que la majorité des autres pommes. Mais étant donné qu'on en a 15 variétés, ben ça fait que ça compense pour les années que j'en ai pas. Il y a un cycle de différentes pommes. Oui, exactement. Juste cette année, là, je calcule qu'on a environ 35 000 livres de pommes, juste de pommes, 35 000 livres de pommes. Après 10 ans, dans un verger de 500 arbres, c'est vraiment très bon, je pense. Puis on n'a pas besoin d'abeilles, puis tout est super bien pollinisé. Oui. Puis le nom du verger, La Montagne, donc l'emplacement est vraiment propice au nom, puis il y a certaines particularités aussi que tu pourrais me parler. Oui, bien c'est ça, c'est que le verger ici, j'ai pas tout vu ça quand on a acheté le terrain, mais maintenant je le vois, c'est que le verger il est sur un buton qui est nord-sud, et puis quand il y a des gels au printemps, des gels tardifs, quand le verger est en fleurs, il ne faut pas qu'il y ait de gel, évidemment, puis le froid descend, comme on dit, puis quand que ton verger sur un buton comme ça, ben, le gel, il s'en va, il descend, puis il sort du verger. Ça a une limite, là, mais ici, il y a eu des années que les vergers aux alentours avaient gelé, puis le mien, il n'avait pas gelé. Fait que ça l'a aidé beaucoup. Ensuite de ça, on a une forêt tout le tour qui est assez grande en hauteur. Là, les arbres ont comme 60 à 80 pieds de haut. Et puis, souvent, il y a des gros vents. Les arbres bougent beaucoup par le vent, mais on regarde le verger, les arbres, c'est à peine s'ils bougent. Fait que ça fait que le verger il est beaucoup protégé des grands vents, puis ça fait aussi un microclimat. C'est très chaud dans le verger parce qu'il vente moins. Okay. Oui, puis, on est vraiment... Oui. Puis au bout du verger, il y a la nappe phréatique est très haute dans ce coin-là. Puis ça fait que les arbres aujourd'hui sont rendus assez hauts, assez grands, les racines assez profondes dans le sol. Comme cette année, il n'y a vraiment pas eu d'eau. Il n'a pas mouillé, je pense, pendant 2 mois. Bien, les arbres, les pommes sont belles, sont grosses, mais je me suis rendu compte que les arbres, les racines étaient assez profondes pour aller chercher cette eau-là de la nappe phréatique. Fait que ça m'aide. C'est vraiment des choses qui m'aident beaucoup ici. Okay. Tout ça, on parle des pommes qui sont belles.
Puis là, la saison automnale est quand même entamée depuis un petit bout. Tu as vraiment beaucoup de pommes. C'est le temps que les gens viennent, puis on vide le verger. Oui, c'est ça. C'est ça, les pommes, les fruits, c'est périssable rapidement. Alors, il ne faut vraiment pas manquer les fins de semaine. Ça nous prend du monde. C'est important d'encourager l'agriculture locale, parce que nous, on produit, mais il faut vendre nos fruits, puis ils se vendent partout ailleurs, dans les épiceries et tout ça, mais c'est important d'encourager les producteurs locaux parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent parce que c'est trop difficile. Fait que quand il vous reste des beaux producteurs locaux comme ça dans le coin, bien, c'est important de les encourager, de venir acheter vos pommes puis vos légumes pour les maraîchers. C'est très, 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 très important. Ça nous donne une autonomie alimentaire. Puis nous autres, bien, on offre ça au monde dans les villages, tout ça. Puis ici, bien, on sait qu'en Gaspésie, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, c'est important que pas beaucoup de monde vienne encourager les producteurs. Télévague vous présente un premier reportage d'une série de 3 sur les célébrations du 150e anniversaire de la municipalité de Caplan. On fait le tour des activités avec Cathy Brière. Je suis ici pour qu'on jase du 150e de Caplan, qui a débuté début janvier avec la belle cérémonie d'ouverture. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il vous plaît? Oui, certainement. On avait décidé à Caplan de faire le 150e sur toute l'année. Donc, le 12 janvier, on a fait, on pourrait dire comme un genre de spectacle de variété dans l'église. On avait choisi l'église parce que c'est comme notre plus grande salle de spectacle à Caplan, où est-ce que les gens puissent s'asseoir. On était beaucoup axés sur les personnes âgées. On est allé chercher les doyens. On avait pris, je crois, là, c'est à peu près une dizaine. Ils n'avaient peut-être pas 10, mais ils ont fait leur entrée. C'est eux qui recevaient la population, en réalité, pour célébrer. La cérémonie, c'était des artistes de Caplan. Il y avait la chorale de Benoît Arsenault. Il y avait une petite chorale du primaire avec Francis Plourde. Après ça, il y avait M. il y avait Steve Ouellet, il y avait la troupe à nous. On a fait comme un genre de spectacle de variété. Les violons aussi étaient présents. L'école des Mérillons, parce qu'ils sont à Caplan. Fait que c'est ça. C'était la cérémonie d'ouverture. Ça s'est fait en grand. Les gens étaient assez impressionnés parce qu'il y avait de la décoration, de l'éclairage. Fait que c'était un bon départ. Ça, l'église était remplie à craquer. Ouais. Les gens ont vraiment répondu à l'appel? Oui, c'était plein en haut, en bas. Je dirais qu'il y avait au moins... il y avait près de 500 personnes, certainement, là. Pour le mois de janvier, là, on était assez... on était contents. La pièce de théâtre, comment ça fonctionnait? Est-ce que c'était vraiment la troupe à nous qui s'occupait de la petite mise en scène ou c'était en collaboration avec le comité du 150e? Bien, ils n'avaient pas monté une pièce au départ. Donc, ce qu'on a fait avec eux, on a sorti des légendes de Caplan, on a sorti des histoires de Caplan. Puis eux, ils ont fait comme... C'était pas de l'improvisation, mais c'était libre. Là. Il y avait le petit sujet, puis on partit avec ça. Là. Donc, c'est vraiment une belle activité là, pour débuter le 150e. Puis si on prend en large tout ce qui a été fait en lien avec la programmation officielle, est-ce que tu peux me parler des autres activités? Les autres activités, par la suite, en mars, il y avait... on a fait un souper spaghetti. C'était un clin d'œil au Festi-Neige, en réalité, parce qu'à Caplan, il y a eu de 93 à 2008, il y avait un Festi-Neige. Donc, on s'était dit, les gens, c'était comme les derniers souvenirs qu'il y avait. Puis, on avait fait un sondage dans la population en 2022 demandant ce que les gens voulaient. Puis, les gens voulaient un Festi-Neige. Par manque de bénévoles, on n'a pas réussi à faire un Festi-Neige, mais on a fait une soirée. On a sorti des photos. Les gens ont vraiment aimé. C'était une soirée, après ça dansait. Il y avait un band, là. C'était le Garage Band qui était là. Donc, c'était vraiment juste comme un clin d'œil. On a sorti la tête du bonhomme carnaval qui était... On avait un carnaval des années 60. On a ressorti la tête. C'était la décoration là, qui faisait un petit clin d'œil, si on veut. Suite à cette soirée-là, on a eu, après c'est allé pour vraiment le 150e, c'était le festival. Le festival? Oui, on a eu le festival cet été qui était dans la 2e semaine de la construction, du 20 au 27 juillet.
C'était un gros festival. Il y a eu beaucoup d'activités. Beaucoup d'organismes ont participé au festival, comme fait qu'on avait eu une messe, on a eu un brunch, on a eu des 5 à 7 qu'on appelait l'heure Jean Caplan. Fait que les 5 à 7, c'était juste des artistes locaux. On a fait un bingo parce qu'il y a eu 40 ans de bingo à Caplan. On a fait une soirée impro. Après ça, la fin de semaine, il y avait le Capli Show le vendredi soir. Ça, c'était Marie-Lou Brière-Berthelot qui a monté un spectacle d'artistes de Caplan encore. À Caplan, ça regorge beaucoup d'artistes là, qu'on a vus. Après, il y avait Kimaru Cru. Le samedi, on a eu Amelou qui a fait la première de P.A. Méthode et les Pop Rock. Ça, c'était comme les gros spectacles du soir. Exactement. Après, c'était les bottes. Là, c'était la soirée. Dans la journée, il y avait des jeux. La soirée, il y avait plein de voitures partout stationnées sur le bord du chemin. Exactement. Mais on avait une navette. On a instauré une navette toute la semaine. Là. Ça a commencé le dimanche. À chaque fois qu'il y avait des activités à la plage, il y avait une navette qui partait de l'église puis qui amenait les gens parce que c'est un peu notre problème à Caplan, c'est le stationnement à la plage. Ouais. En plus des activités qui sont proposées dans la programmation officielle, il y a beaucoup d'événements aussi, d'autres activités qui se sont faites en lien avec d'autres organismes de Caplan. Exemple, l'OTJ. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu de ces activités-là? Oui, on a eu beaucoup d'activités par les organismes. Là. Ça avait commencé, au début, c'était la Journée de la Terre qui a été organisée à Caplan cette année à cause de notre 150e. Les 50 ans et plus, eux, ils ont fait un tournoi de cartes dans la salle multi. Il y avait au moins 200 personnes, là. C'était quand même assez incroyable. L'OTJ, nous autres, on a fait la fête nationale. On a eu le volet régional cette année à Caplan. Fait que c'était une grosse fête nationale à la plage. Là, exactement. Ouais. Il y avait le 23 au soir et le 24, parce qu'à Caplan, on célèbre toujours sur 2 jours. Mm-hmm. On avait le groupe dans le shed qui est venu le 23 au soir. Les pompiers qui ont fait la compétition de pompiers à Caplan. Il y a eu le rassemblement de caravaning que le comité de caravaning a fait. Fait que c'est pas mal. Tout récemment, il y a eu une activité aussi avec les galopeurs, je crois. Oui, exactement. Dimanche, c'était les galopeurs. On avait 170 coureurs à Caplan. C'est beaucoup. Oui, vraiment. Caplan est populaire. Puis là, ben, c'est pas fini, ça achève, mais il reste encore quelques activités cet automne et cet hiver aussi. Exactement. Le 30 novembre, il va y avoir un défilé du Père Noël parce qu'à chaque année, le Père Noël vient à la salle multi donner des cadeaux aux enfants. Cette année, le Père Noël va se promener avec un char allégorique et on fait une parade puis on demande aux organismes d'embarquer. Puis le 31 décembre, ça va être la clôture du 150e qui va se faire à la salle multifonctionnelle et probablement un souper au centre communautaire en même temps. Là. Puis là, ben, on va revenir sur l'année, mais on va regarder plus vers le futur là, parce que Festival Souvenir, il y avait un musée. On était souvent dans le passé. Là. Ouais, non, exactement. Ouais. C'est vraiment des belles activités. C'est un beau 150e. Puis je crois que les gens y ont vraiment apprécié. Je crois que oui. On a eu beaucoup de bons commentaires. La Gaspésie a accès aux services gratuits d'accompagnement en gestion et en gouvernance offerts par Bénévole Expertise. Avec la concertation et en complémentarité avec les services du milieu, les organismes sans but lucratif de la Gaspésie disposent d'un nouveau service pour renforcer leur gestion et leur gouvernance. Alors, mon nom est Nancy Saint-Pierre, directrice générale de Bénévole d'expertise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Nadia, que les gens en virtuel, vous verrez tout à l'heure à l'écran. Alors, on vient vous présenter avec beaucoup de fébrilité, de fierté, le service de bénévole d'expertise. Alors, qu'est-ce que les services de bénévole d'expertise? C'est un service d'accompagnement qui est en gestion et en gouvernance par le bénévolat de compétences et pour les administrateurs et les directions, coordination d'organismes communautaires. Et un beau partenaire, la Fondation communautaire de Gaspésie-les-Îles Bas-Saint-Laurent, qui a cogné à notre porte et on dit « Est-ce qu'on pourrait faire du bénévolat de compétences aussi chez nous? » Bien oui, ça allait exister. Alors, on a travaillé les 18 derniers mois à créer Bénévole d'expertise ici en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Ça nous prend des citoyens qui ont envie de s'engager dans ce type d'engagement-là, de faire du bénévolat ponctuel auprès des organismes et de les découvrir. Le bénévolat de compétences, on va chercher une niche de personnes qui autrement ne se seraient pas engagées. Et ça a fonctionné
ici en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Alors, on a 9 champs de compétences. Ces 9 champs de compétences, d'abord la gouvernance. Les ressources humaines, qui sont un des domaines les plus demandés, très vastes aussi. Les planifications stratégiques, où c'est qu'on s'en va, dans combien de temps? Le volet des finances, redressement financier, faire les chartes comptables, développement des affaires. Tout ce qui est gestion de projet embarque dans le développement des affaires. Un nouveau service à développer, une nouvelle réalité dans le milieu, c'est le développement des affaires. Optimisation de processus. Améliorer les étapes de travail. Améliorer une chaîne de montage. Alors, une chaîne de montage, je pense souvent des fois aux paniers de Noël qu'on prépare, les paniers de nourriture. Est-ce qu'on est optimisé dans ce qu'on fait? Alors, c'est ce volet-là. Comme marketing, toute notre image de marque, nos couleurs, est-ce qu'on les utilise à fond? On utilise-tu les bons mots quand on se présente? Des bénévoles peuvent travailler avec nous autres. Technologie de l'information. Alors, on n'a pas le choix de travailler aussi sur ce volet-là. Il faut garder nos organisations up-to-date. Affaires légales. Alors, on pense à regarder ensemble un bail. Est-ce correct? Est-ce que je me mets les pieds d'un plat? Un contrat de travail. Qu'est-ce que doit contenir un contrat de travail? Alors, ce sont les 9 champs d'expertise qui sont offerts à bénévoles d'expertise. Alors, la réalité fait qu'il y a des critères d'admissibilité pour devenir membre à bénévole d'expertise. Pour être membre, c'est gratuit. Les services sont gratuits aussi. Alors, c'est une question administrative. Alors, d'abord, il faut détenir un numéro de charité, il faut être un organisme à vocation sociale et il faut être un organisme avec un CA indépendant de l'État. Pour que notre dernier 18 mois a pu avoir lieu, puis qu'on se retrouve aujourd'hui ici, on a eu des partenaires extraordinaires pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. D'abord, on a eu la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles. On a travaillé fort dans les 18 derniers mois. Ce que j'aimerais mentionner, dans le fond, c'est que c'est une belle collaboration aussi avec Centraide. Vous le savez, la Fondation et Centraide, on est des organismes qui œuvrent dans la philanthropie. Donc, on est là pour aider financièrement les organismes, c'est notre mission. Mais en même temps, dans les dernières années, on voyait à quel point les organismes avaient des besoins autres que financiers. Donc, on réfléchissait à comment on peut aider. C'est là qu'on a bâti une belle collaboration avec Bénévoles d'expertise, parce que pour nous, c'est amener aussi la philanthropie à un autre niveau. Parce que oui, on a une richesse financière à mettre à contribution de la collectivité, mais on a une richesse incroyable qui est notre expertise, notre savoir-faire, notre vécu qu'on peut mettre à contribution. Donc, c'est une approche innovante pour consolider notre tissu social, parce que je pense que les gens qui vont pouvoir donner du temps aux organismes, c'est une façon de renforcer toute notre communauté, puis d'être beaucoup plus résilient et autonome. Donc, c'est une force incroyable qu'on va contribuer ensemble. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous lancer une invitation aux organismes. Donc, dans la famille Centraide, 33 organismes qui œuvrent notamment dans le champ de la santé et des services sociaux, en aide aux personnes les plus vulnérables de notre communauté, et aussi tous les autres organismes tout aussi pertinents qui ne font pas partie de la famille Centraide, bien évidemment de faire appel à bénévoles d'expertise. Rappelons-nous, quand on parle de saine gouvernance ou de bonne gouvernance, on dit souvent qu'il faut choisir nos bénévoles à nos conseils d'administration ou ailleurs selon leurs compétences, pas selon que nécessairement ces personnes-là proviennent d'un territoire ou d'un autre, par exemple, mais ce qu'on souhaite, c'est aussi que ces personnes-là détiennent des compétences qui sont importantes pour notre organisation. Mais évidemment, bénévole d'expertise se situe là, dans un créneau qui est tout à fait là, conséquent avec ces besoins-là. Mais aussi de diffuser l'information. Parlez-en, c'est à force d'en parler. Et rappelez-vous que BE est un autre outil dans votre coffre à outils de gestionnaire ou d'administrateur. Puis, je vous dis, à bientôt. On va repasser. Virtuellement, on est toujours présent. Puis, physiquement, on va se déplacer aussi dans les prochains mois à nouveau pour venir rencontrer des organisations. Qu'est-ce que l'accessibilité universelle? Ghislain Gagnon du regroupement des associations des personnes handicapées Gaspésie-les-Îles nous explique et nous entretient à propos d'une étude réalisée tout récemment. En compagnie de Ghislain Gagnon du RAPJ, qui est venu aujourd'hui nous parler de l'accessibilité universelle. Ghislain, c'est quoi l'accessibilité universelle?
C'est une démarche qu'on essaie d'implanter dans le monde entier depuis de nombreuses années. C'est aussi simple qu'un accès équitable à tout le monde à un environnement bâti ou à une société tout simplement. Donc pas juste se limiter, on pense souvent personne avec une déficience physique, le fauteuil roulant immédiatement nous vient à l'esprit, mais c'est plus que ça parce que 80% des handicaps sont invisibles. Donc, c'est important, quand on conçoit soit des espaces de travail, des transports, qu'importe, des milieux physiques, de prendre en considération l'entièreté de la population. Quand je parle d'handicap invisible, on peut penser à l'autisme, la surdité, des fois des problèmes visuels qu'on ne voit pas nécessairement comme ça. Donc, l'importance de prendre ça en considération. Donc, l'accessibilité universelle, c'est une démarche qui prend du temps à s'instaurer dans les petits milieux, avec entre autres la vétusté de nos bâtiments, là, mais que de plus en plus, on garde en ligne de compte là, pour nous permettre justement d'avoir une ouverture complète. C'est-à-dire quand on bâtit, quand on crée des choses, de penser à 100% de la population, pas seulement un léger pourcentage. Donc autant on parle d'adaptation, de bureaux, d'environnement sans obstacle, qui sont équitables à tous, que tout le monde peut être à 100%. Donc on sait que le handicap, il y a un processus de production du handicap, qu'on participe tous un peu dedans. Donc le but, évidemment, c'est de donner un accès équitable pour que les personnes soient libres et justement ne soient pas handicapées par l'espace. Ça nous a amené ça, on a bâti donc un feuillet, que ce soit en version électronique ou en papier, pour remettre aux gens, pour se rappeler, bon, est-ce que mon espace, mon environnement de travail est accessible avec différentes choses? Est-ce que les toilettes sont accessibles? Est-ce que les déplacements sont possibles? Mais ça nous a aussi amené à creuser plus loin. On a réalisé une étude grâce à la santé publique de la Gaspésie, au docteur Christine Dufour-Turbis, et qui a été réalisée par le CIRAD, donc localement pour le développement durable, et ça nous a permis vraiment de faire un état de situation. On voulait comprendre la mobilité des personnes handicapées en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Quand on parle de mobilité, on ne parle pas seulement de transport adapté. C'est vraiment tout ce qui tourne autour, c'est transversal dans la vie d'un humain, parce qu'on sait que la mobilité, selon l'Organisme mondial de la santé, est un puissant déterminant de la santé. Donc, si on ne donne pas un accès équitable à cette mobilité-là, est-ce que les personnes vivent des inégalités sociales? On pose la question, on y répond en même temps. Les résultats de l'étude commencent à être divulgués, c'est sorti en juin, et déjà, je peux vous annoncer qu'on a gagné un prix national. En fait, c'est la docteure Christine Dufour-Turbis, la directrice régionale de la santé publique, qui remporte un prix papillon qui est remis par la COFAN, la Confédération des organismes de promotion des droits des personnes handicapées. Et donc, elle remporte un prix papillon, donc les prix papillons qui nous ramènent à l'effet papillon. Donc, un battement d'aile peut causer un ouragan à l'autre extrémité du monde. Donc, c'est une action qu'on a posée qui va amener des bénéfices à long terme un peu partout au Québec. Donc, déjà, on a une reconnaissance nationale puisque ce qui se passe chez nous se passe ailleurs au Québec, mais pour une première fois dans notre histoire, on a des données, on a des récits de vie, on a une étude qualitative qui nous le démontre, donc, et qui est disponible publiquement d'ailleurs sur notre site au ravji.org. Donc, on est bien fiers, félicitations, on félicite la santé publique, le CIRAD. C'est une initiative du RAVJ. C'est nous qui avons levé le drapeau pour demander d'investiguer, de scruter, d'analyser ce qui se passe chez nous parce que ça n'avait jamais été fait. Et il ne faut pas se dire, parce qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est qu'il y a des sujets tabous, il faut crever l'abcès, il faut en parler. Et ça va nous permettre, dans nos représentations, de vraiment y aller avec un état de situation factuel. Il se passe ça chez nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On amène des solutions. Donc, la prochaine fois qu'on se parle, j'espère qu'on arrivera avec des solutions. Pour consulter l'étude, il est possible de la télécharger au complet sur le site web ravji.org. Je me suis déplacé jusqu'à Montjoly pour assister au match de hockey de l'Assaut d'Amqui. J'en ai profité pour vous préparer un petit reportage mettant en vedette deux joueurs de la région, Marc-Antoine Giroux de Grande-Rivière et Loïc Babin de Bonaventure. Présentement, comment va l'intégration des gars, le système de jeu, tout ça? Ça va bien, mais au départ, en général, c'est un peu plus difficile. S'adapter à une nouvelle école, s'adapter à une nouvelle famille, puis à des nouveaux coéquipiers. Mais je vous dirais que ça progresse bien.
Bien, je vous dirais que la chimie, elle va plus vite que je pensais. Ça va bien, franchement. Le ciment, il prend rapidement. Puis on a hâte de voir la suite pour l'année, mais ça augure très bien. Là, vous avez joué un match local. Aujourd'hui, vous jouez à Montjoly. Ouais. Comment ça va fonctionner quand vous allez sur la route, les chambres d'hôtel, le déplacement, tout ça? Bien, tout ce qui est, dans le fond, à Montjoly, là, on voyage, mais tout ce qui est le reste du temps, que ce soit Rivière-du-Loup, Québec, au Saguenay, à Trois-Rivières, à Montréal, peu importe, tout là, ça se fait dans les hôtels. Puis on est dans des autobus voyageurs pour faire nos voyages. Puis ce qu'on essaie le plus de faire, c'est que les garçons n'aient jamais la même chambre pour que la chimie vraiment apprenne, pour que les gars se connaissent bien. On essaie de changer le plus possible les chambres. Donc, c'est Loïc qui habite chez vous. C'est comment, Loïc? C'est un bon petit gars? Ça va bien, c'est un très bon garçon. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait. On l'a fait déjà avec, des dernières années, on l'a fait 3 ans avec Vincent Arsenault. Puis cette année, on a commencé avec Loïc. Puis non, on a bien du plaisir. Puis c'est un bon petit bonhomme. En ce moment, la gros de l'activité, c'est les pratiques puis le gym. C'est que les jeunes sont dans un âge qui aiment bien ça s'entraîner. Mais non, ça va s'en venir des activités un peu familiales, là, ouais. Loïc, j'imagine, s'entend très bien avec ton jeune. Oui, avec Charles, oui, ça va très bien les deux ensemble. Même que des fois, je me dis qu'ils s'entendent un peu trop bien ensemble. Ah oui? Ah ben ça, c'est comme ça, c'est les jeunes. Puis Loïc, Marc-Antoine, sont-ils un petit peu ensemble aussi? Ou oui, à l'école, oui, souvent. Oui. Ils sont souvent, je pense qu'ils ont tous les cours ensemble. Ah oui, ils ont tous leurs cours? Oui. La majorité des joueurs, là, on a toutes, peut-être la moitié de l'équipe dans 2 groupes différents. Bon, ben c'est parfait. Fait que je te souhaite bonne chance pour la suite, Dave. Merci. Bien, mettons que c'est bien parti. C'est sûr que, comme parent, d'envoyer notre jeune de 14 ans à Amqui en pension, nouvelle école, c'est un pensée bien. Mais, on est rassuré, puis c'est très bien parti, c'est bien encadré. Autant à l'école qu'avec l'équipe de hockey. Donc, pour le moment, là, on est vraiment très, très, très satisfait. Tu sais, les parties ont lieu la fin de semaine. Ça fait que les parties qui sont pas très loin de la... C'est plus facile, là, comme hier, c'était à Amqui, là, on est à Montjoly. Donc, ça fait vraiment une belle fin de semaine de hockey. Puis ça permet aussi de voir l'évolution de nos jeunes, tout ça. Donc, c'est des beaux moments familiales, là. Hier, Loïc il gardait son premier match à Amqui. C'était comment la nervosité? Bien, Loïc, comme gardien de but, c'est pas un gardien qui est nerveux. C'est sûr que c'est quelqu'un qui est calme. Je pense que ça fait partie de ses forces. Donc, j'ai pas senti qu'il était vraiment là, nerveux. Ça a bien été, il a vraiment été testé. Il y a eu beaucoup de tirs au but. Donc, pour une première, là, ça a bien été. Là. Oui, malheureusement, ça a fini en défaite, mais c'est la première partie de la saison. Puis, dans l'ensemble, là, il a très bien joué. Là. Puis l'école, as-tu un petit peu de nouvelles de l'école? Ça va bien, c'est une belle école. C'est sûr que ça paraît, c'est bien rodé par rapport au sport-études. Ça aussi, là, c'est vraiment une belle expérience. C'est bien encadré. Donc, ça va bien. C'est sûr que c'est une adaptation pour un jeune comme Loïc, secondaire 3, nouvelle école. C'est une plus grosse école que celle qu'il y a à la Polyvalente à Bonaventure. Donc, c'est quand même de l'adaptation. Il ne connaît pas beaucoup les élèves, sauf ceux qui sont dans sa classe. Là. Donc, mais ça va bien. En compagnie de Milan et William, 2 anciens coéquipiers à Marc-Antoine, qui ont fait la route aujourd'hui. Puis les gars, comment vous avez trouvé ça, le voyage pour vous rendre à Montjoly? Ben, le voyage, c'était long, mais c'est pas pire. C'était long, oui? C'était long, là. Ça vaut-tu le coup venir voir jouer votre ami? Ouais. Comment vous le trouvez jusqu'à date? Ben, Marc, il joue bien, là. C'est juste qu'au début de la game, ben, ça a un peu moins bien été. Ouais. Toi, comment tu trouves son match? Ben, il va bien, mais c'est l'équipe, là, Puis votre nouvelle vie à Amqui, comment ça? Moi, j'aime bien ça, là. Pas mal d'affaires à faire, plus qu'en bas chez nous un peu. Ouais, pas mal la même affaire, là. Il y a plus d'affaires à faire, puis c'est ça. Okay, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie, là, nouvelle école, intégration. Comment ça se passe présentement? Ben, moi, ça va bien. Plein d'affaires, là. Ouais. Avec les amis à l'école, c'est-tu plus des... Ben, des amis.
Il y a des affaires à faire, là, tout le temps avec la gang de hockey puis ça à l'école. Ouais, vous tenez souvent l'équipe ensemble? Ouais. Il y a beaucoup plus de monde dans l'école, puis on développe notre autonomie en dehors de l'école, puis tout ça, là. Okay. Puis vous regrettez pas votre choix, vous leur ferez n'importe quand? Ouais. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 5 octobre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.